Bonjour. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de Paul. Bonjour tout le monde. Comment tu vas, Paul? Très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Cette vidéo, c'est un format un peu particulier parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir le quotidien d'un volontaire, donc là, en particulier à l'Institut français de Munich. Ouais. Et donc des fois, on sait pas vraiment ce que volontaire signifie, on sait pas ce qui se cache derrière un volontariat. Donc là, l'objectif, c'est un peu de discuter de tout ça et peut-être de susciter des vocations. Who knows? J'ai préparé plein de petites questions. J'espère que tu es prêt, Paul. Vas-y, En vrai, dis-moi tout. Ça va être très très chill. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Paul Jackson, je viens de Haute-Savoie. Mon parcours, j'ai fait un bac ES. Ensuite, je suis allé dans une licence à Annecy, à l'IAE d'Annecy, qui a un nom très très long. C'est Économie, Gestion, Sciences Politiques et Relations Internationales. Donc c'est très pluridisciplinaire en gros. Voilà, c'est une licence très pluridisciplinaire. Après ça, j'ai dont un Erasmus en Suède d'ailleurs, et un stage. Et dans un groupement d'associations à Annecy, dans le social et médico-social. Après ça, je suis parti en master à Montpellier, à l'université Paul Valéry, c'est un master d'études du développement. Montpellier ou Annecy? Montpellier, ville de cœur, et Annecy, ville de mon sang. Ouais, voilà. Ville chère à ton cœur. Voilà, c'est ça. Ok, désolé, je t'ai coupé. Oui, et du coup, je suis parti à Montpellier, à Paul Valéry, master en études du développement, parcours Alter Développement et Territoire. Et donc, j'ai déjà fait ma première année, et maintenant, je fais une année de césure pour me faire un petit peu d'expérience, me faire un petit réseau, et surtout, parce qu'en deuxième année, il y a un stage de fin d'études, qui est très important, je trouve, dans un parcours qui donne vraiment une couleur à ton CV. Et du coup, je me suis dit, ouais, flemme de me retrouver avec un stage de fin d'études qui me correspond pas et qui sera pas à la hauteur de mes attentes. Donc, et j'avais aussi envie de faire une pause, mettre un peu les mains dans le cambouis, savoir ce que c'est la vraie vie du monde professionnel et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une année de césure. Ok, sympa. Fou, qu'est-ce que tu fais durant cette année de césure? On l'a un peu dit en se présentant rapidement au début, mais plus en détail, qu'est-ce que tu fais durant cette année de césure? Comment ça se profile pour toi? Alors, donc comme tu l'as dit, je suis à l'Institut français de Munich. C'est quoi déjà l'Institut français de Munich? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent pas, c'est vrai que quand on est dedans, on voit à peu près, donc on présente même plus nos structures, mais déjà c'est quoi l'Institut français? Alors l'Institut français, c'est un institut culturel, donc c'est en partie la France, même si économiquement, enfin financièrement, c'est pas 100% voilà, des subventions. Mais en gros, le but, c'est de représenter la culture française et partager la culture française et les cultures francophones à travers le monde, principalement par les cours de français, mais aussi par des événements culturels. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je suis à celui de Munich, parce qu'il y en a dans toutes les villes du monde entier, les grandes villes du monde entier. Mais par exemple, qu'est-ce qui distingue un institut d'une alliance française? C'est le statut financier qui... Mais sinon, c'est à peu près pareil. C'est des cours de français, des événements autour de la France, des cultures francophones. C'est pas si lointain en soi. Et donc, moi, j'ai été pris comme volontaire européen à l'Institut français de Munich. Sur le papier pour assister la médiathécaire, parce qu'en fait, dans tous les instituts français d'Allemagne, en tout cas dans le monde entier, je sais pas, il y a des médiathèques avec que des documents par des auteurs et autrices francophones. Et donc moi, le but, c'était d'assister cette personne-là, mais en fait, c'est pas juste ce qu'on peut imaginer comme la personne qui travaille au CDI, quoi. En fait, ça me prend une toute petite partie de mon temps, mais la plus grande partie de mon temps, c'est organiser des événements et faire de la communication. Ouais. Est-ce que t'aimes bien? J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai de la chance parce que
comme je suis là pour, entre guillemets, une courte durée, pour 10 mois, de septembre à fin juin, parce que justement, comme je vous l'ai dit, en septembre, faut que je retourne à l'école, et ben, on me donne beaucoup de choses à faire, mais dans le bon sens, et beaucoup de choses différentes à faire. Donc voilà, je fais de la com, je fais de l'événementiel, je fais de la gestion de la médiathèque, donc j'ai aussi du contact avec des clients, donc ça me permet aussi d'améliorer mon allemand. Je fais beaucoup de choses très différentes et j'aime beaucoup. Mais est-ce que tu avais par exemple des appréhensions avant de commencer ce volontariat? C'est une bonne question. Par rapport au monde du travail en général, j'avais quelques appréhensions parce que en soi, j'avais pas vraiment travaillé dans ma vie avant, à part un stage de 3 mois et des boulots d'été. Donc ça qui ressemble pas vraiment à un vrai travail. Donc j'avais plutôt peur de est-ce que je peux travailler 35 heures par semaine, est-ce que je vais être fatigué, est-ce que je vais réussir à allier vie perso et vie pro, est-ce que je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire à côté. Et donc pour ça je suis très content parce que alors même si j'ai un gros rythme et on en reparlera, ça c'est moi à cause de mes choix, pas à cause du volontariat, j'arrive très bien à allier plaisir personnel et vie professionnelle, donc ça, ce qui est très bien. Et par rapport à mes missions, enfin par rapport à l'Institut français, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais jamais mis les pieds dans un institut français avant. Une bibliothèque, oui, donc je savais à peu près ce que ça allait être un travail de médiathécaire. Et j'avais déjà fait de la communication avant, mais pour des projets personnels. C'est pas mon parcours universitaire qui m'a amené ça. Donc pour ça, j'étais pas trop surpris, où je savais faire du montage vidéo, Canva, ça. Voilà, ça j'étais pas trop surpris. Maintenant, t'as réussi à trouver un petit équilibre, tout ça. C'est trop bien. Bon, c'est trop bien. Ton volontariat, parce qu'en général, quand on fait un volontariat, on est rattaché à une structure. C'est quelle structure à laquelle t'es rattaché? Parce que toi, ton lieu de mission, c'est l'Institut français. Mais ton volontariat, ça s'établit dans un cadre plus large. Oui. En fait, moi, je pensais que, en fait, quand on fait un volontariat, on doit avoir une structure d'accueil, qui est l'Institut français de Munich, et une structure d'envoi. Et moi, je pensais que la structure d'envoi, ça allait être mon université, alors que pas du tout. C'est, me demandez pas pourquoi, la maison de l'Europe de Bordeaux. Voilà. Mais selon les volontariats, vous allez devoir trouver mais il y a un site internet avec toutes les informations dédiées, notamment comment trouver des centres d'envoi, des organisations d'envoi dans sa ville. Moi, je l'avais cherché à Montpellier, mais au final, ça va rien. Mais en gros, voilà, moi, c'est l'Europe qui la maison de l'Europe, mais du coup, c'est l'Union européenne en soi qui organise tous mes contrats de travail, qui me paye, mais ça, on en reparlera. Ok, du coup, est-ce que c'est les corps européens de solidarité ou ça a un autre nom? Le corps européen de solidarité, c'est, on va dire, ceux qui nous mettent en lien, mais c'est pas l'organisation d'envoi et c'est pas l'organisation d'accueil. C'est ce qu'il y a entre les deux. Mais du coup, t'as postulé où, toi, la première fois? Moi, j'ai postulé sur le site du corps européen de solidarité. Sachant que l'Institut français de Munich, c'est un des seuls instituts en Europe, en tout cas, qui propose des postes de volontaires européens. Par exemple, si tu devais nous dire une journée type pour toi, parce que tu nous as dit que voilà, l'équilibre entre vie pro et vie perso au début était difficile à trouver, que tu avais pas mal d'heures de travail, etc. Mais que ça pouvait aussi venir de tes choix personnels. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, pour une personne qui aimerait savoir à quoi s'apparente une journée type pour un volontaire? Ouais, c'est vrai que c'est important de savoir le rythme qu'il y a. Mais désolée de te couper. Par exemple, officiellement, tu dois faire combien d'heures dans ton contrat, et après, comment sont tes journées, etc. Bon, comme ça, je vais pouvoir parler des cours de langue. En fait, dans le volontariat, peu importe le volontariat que vous faites, peu importe où vous allez, les cours de langue du pays dans lequel vous allez sont compris dans vos heures de travail. Si vous allez en Suède, vous avez le cours de suédois compris. Moi, je suis en Allemagne, donc j'ai des cours d'allemand au Goethe-Institut, qui est comme l'Institut français, mais pour l'Allemagne. Donc, je ne sais pas les autres volontaires européens que j'ai rencontrés, le nombre d'heures qu'ils faisaient, mais c'était moins que moi. Mais en tout cas, quand je suis arrivé, moi, on m'a dit de me baser sur un 35 heures, donc comme en France. Mais ce qui n'est pas comme en Allemagne. Et je crois qu'en Allemagne, ils travaillent plus quand même par jour. Oui, je crois aussi, donc moi, on m'a dit de me baser sur un 35 heures, et j'ai choisi de faire mes cours d'allemand
en plus de ces 35 heures, alors que donc c'est 7h30 de cours d'allemand pour moi, j'ai choisi de pas les compter en temps de travail. En temps de travail, parce que j'avais envie de souffrir. T'avais envie de vraiment faire toutes tes heures, découvrir la réalité. Voilà, j'avais envie aussi d'être très impliqué dans les projets. J'avais plein d'idées. J'avais envie de travailler, quoi, d'avoir le plus de compétences et tout possible. Donc, je me suis dit. Voilà. Et surtout, j'aime beaucoup ce que je fais. Et si ça me plaisait pas, j'aurais travaillé moins pour balancer et tout, mais 5 mois plus tard, j'aime toujours ce que je fais. Et ça me dérange pas de travailler, et du coup, ça fait des grosses journées, plus, du coup, voilà, ça fait, du coup, en gros, en horaire, ça fait à peu près 9h, 18h tous les jours. Et après, les cours d'allemand jusqu'à 21h. Mais à l'intérieur de ces 9h, 18h, alors, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ça s'est dit, une journée type. Nous, la plupart des matins, à la médiathèque, on est fermé, donc j'arrive et on en profite qu'il n'y ait pas de clients, qu'il n'y ait pas de visiteurs, pour organiser les ateliers qui arrivent, ou des fois accueillir des classes. Il y a des classes qui viennent pour qu'on leur fasse des ateliers en français. Donc voilà, souvent c'est soit de la communication, de l'événementiel, ou un accueil de classe. En gros, travailler avec des enfants, ou des adolescents. Le midi, on mange avec les collègues. Et l'après-midi, là, souvent on est ouvert la plupart du temps, on est ouvert au public. Donc là, c'est conseiller les gens. Vraiment, là, imaginez la dame du CDI, quoi. C'est moi. Ouais, guider les personnes. Voilà. La médiathèque. Tu leur fais visiter, des fois il y a des gens qui connaissent pas. Et des fois, il y a des films aussi à l'Institut français. Enfin, des tournages, etc. Des fois, il y a des tournages, ça c'est rare. Ouais. Des fois, il y a des petits événements en plus. Extérieurs. Ouais, extérieurs. Ok. Donc, une fois que la journée est finie, à 18h, 18h30, je vais au cours d'allemand, qui dure 2h30. Et puis après, je rentre chez moi, il est déjà 21h. Waouh. Et par exemple, dernièrement, tu as travaillé sur quoi comme projet ? Et est-ce qu'il y a des projets récurrents qui reviennent en toile de fond ? Oui, alors on a des événements réguliers. On a 2 événements réguliers qui sont un atelier qui s'appelle Raconte-moi une histoire pour des enfants. Donc en fait, un samedi matin par mois, on est ouvert. La médiathèque pour les clients de manière générale. Mais aussi, on fait un atelier pour les enfants. Donc on leur lit une histoire et on fait un atelier manuel en rapport avec ce thème. Mais c'est pour les 3-5 ans, donc vraiment les tout petits. Et aussi... Pardon ? Désolée, j'ai une question. Est-ce que par exemple pour cet atelier, vous faites dans les 2 langues, en français et en allemand ? Moi, je me souviens que quand j'étais à l'Alliance française à Johannesburg, il y avait aussi des ateliers comme ça où on faisait la lecture aux enfants pour les initier à la langue française. Mais on faisait ça à la fois dans une langue locale sud-africaine et en français. Est-ce que vous faites ça ? Non, là en tout cas pour cet atelier-là, c'est que en français. Ok. S'ils comprennent pas, des fois on traduit quelques trucs, mais souvent avec quand même ces enfants-là, on parle français. Ok, mais c'est toujours un public franco-allemand. De manière générale, nous à la médiathèque et à l'Institut français de manière générale, notre public c'est vraiment moitié des apprenants du français, donc des gens qui sont pas francophones, qui viennent apprendre le français à l'Institut français vu qu'on donne des cours de langue, donc aussi qui viennent à nos événements. Et l'autre moitié c'est des gens francophones, quoi, des familles ou pas des familles qui vivent à Munich et qui viennent profiter de la médiathèque pour avoir des ouvrages en français ou pour venir à nos événements rencontrer d'autres Français. Voilà. Ok. Et donc les 2 événements réguliers qu'on fait, c'est cet atelier pour les enfants et aussi un atelier tandem. Ça, je sais que c'est quelque chose qui se fait dans quasiment tous les instituts français et beaucoup d'alliances françaises aussi. Donc là pour le coup c'est pour à partir de 16 ans, mais en fait la plupart du temps c'est des adultes, des étudiants ou pas des étudiants. On a de tous les âges, tous les profils. Et donc là c'est moi et ma collègue qui organisons toute une soirée sur un thème spécial, que ce soit le sport, la nouvelle année. Des fois on fait juste des jeux de société. Là pour le coup c'est vraiment moitié en français, moitié en allemand, parce qu'il y a aussi des Français et des Allemands, et le but c'est que des gens se rencontrent et c'est possible, trouve un tandem, donc trouve un partenaire avec qui parler français ou allemand selon la langue qu'il veut améliorer. Donc ça c'est les événements réguliers qu'on fait, mais de temps en temps on fait aussi des événements exceptionnels, et je pense que le plus gros qu'on a fait pour l'instant c'est une bibliothèque vivante. Comment dire,
c'est au lieu d'emprunter des livres, on emprunte des personnes pour un petit instant, pour qu'ils nous racontent leur expérience ou un récit ou peu importe. Et nous, c'était sur le thème du patrimoine, donc on avait des architectes, une danseuse de ballet, des écrivains, voilà, et qui pendant 8 minutes nous parlent de ce sujet-là. Enfin bref, donc vous imaginez l'organisation que c'est, parce qu'il faut tout timer et tout. Il y avait eu beaucoup de monde en plus. Ouais, c'était un succès. Ouais, on avait dû refuser pas mal de personnes. On avait clôturé les inscriptions, mais il y avait une 40aine de personnes et 8 intervenants. Ok, intéressant. Et donc ça fait aussi partie enfin, c'est la partie du travail aussi que j'aime beaucoup, c'est organiser des événements qui se passent bien, c'est mieux. Et aussi de voir, là les gens étaient très contents, et de régaler les personnes qui après sortent, ou soit ont appris un petit truc en français, ou qui ont rencontré une personne qui ont bien aimé. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'avoir les retours directement. De faire plaisir aux gens, quoi. Ouais. Ça j'aime bien. Et du coup, j'imagine que dans ce genre de moment, tu te sens utile et t'as vraiment l'impression de faire quelque chose de concret. Est-ce que c'est ça que tu recherchais en faisant aussi ton volontariat? Où je me sens le plus utile, c'est en tout cas surtout par rapport aux apprenants du français. Ça leur fait plaisir d'être en immersion dans vraiment un environnement francophone. Est-ce que tu reçois une gratification pour ce que tu fais, ou est-ce que le volontariat égale bénévolat? Alors c'est vrai que le terme est un peu trompeur. Moi aussi je pensais que j'allais ne pas être payé, machin. Mais donc en fait, peu importe le volontariat que vous faites, vous allez avoir une gratification. Dans mon cas, j'ai 450 € par mois, payé par l'Union européenne. J'ai le Deutschland Ticket, qui est un ticket de transport en commun pour toute l'Allemagne, qui permet d'accéder à tous les transports en commun et tous les TER d'Allemagne. Tous les transports sauf TGV. Sauf les TGV, quoi. La gratification de 450 €, le logement aussi qui est compris, ce Deutschland Ticket et les cours d'allemand. Et est-ce que c'est suffisant pour vivre? Parce que Munich, c'est quand même connu comme étant une ville assez chère. Est-ce que toi, tu fais face des fois à des problèmes économiques ou... Non, je trouve que 450 €, c'est très bien, parce que déjà en étant étudiant, j'avais pas autant, donc c'est plus que ce que j'avais avant. Et mes parents sont très contents aussi que je fasse ce volontariat, parce que du coup ils n'ont rien à me donner, vu que le logement, tout est compris, même les transports pour aller de chez moi jusqu'à cet endroit étaient pris en charge. Donc vraiment, mes parents s'occupent pas de moi pendant un an. Et 450 €, c'est très très bien, même si c'est vrai que Munich par rapport à l'Allemagne c'est cher, mais par rapport à moi d'où je viens de Haute-Savoie, donc un endroit quand même assez cher, c'est très bien. J'arrive à... Et surtout, la nourriture en Allemagne est moins chère qu'en France. Donc, sachant que j'ai pas le logement à payer, c'est le logement, en fait, qui est à Munich, qui est très très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, une colocation, c'est au moins 850 €. Facilement. Et des fois, on peut même payer, je pense, 1000 € pour un logement. Donc, c'est vrai que c'est une ville qui est assez chère, et être dans ce volontariat, ça enlève vraiment une grosse épine du pied, surtout quand on est jeune. Et de pas avoir à payer et de pas avoir à chercher d'appartement aussi. Vrai. Parce que c'est très difficile de chercher. Je pense que c'est à peu près comme Paris, pour vous donner un ordre d'idée, voire même pire sur certains points. Donc parce que c'est en allemand. Pas les mêmes règles, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que ne pas avoir à chercher, c'est vraiment un bonus. Ça c'est sûr. Et est-ce que tu es tout le temps dans ton lieu de mission, ou tu as aussi des moments où... Parce que ton lieu de mission, c'est l'Institut français, mais tu as dit que tu avais une autre structure qui organisait tout cela et qui te permettait de faire ce volontariat. Est-ce que tu es tout le temps du coup dans ce lieu de mission, ou tu as aussi des choses à faire avec cette structure qui t'envoie? Non, 99% du temps je suis à l'Institut français, sauf quand on fait des événements en dehors des murs. Mais en fait, cette structure d'envoi, du coup la Maison de l'Europe de Bordeaux, j'y suis jamais allé, et je pense que je n'irai jamais. J'ai pas de raison d'y aller, enfin c'est du bureau, quoi. Mais par contre, je suis en contact avec quelqu'un de là-bas, donc j'ai quelqu'un de là-bas qui me suit. En plus d'avoir un référent à l'Institut français, donc quelqu'un à qui je peux, si j'ai des problèmes, peu importe les natures, à qui je peux parler, mais j'ai aussi quelqu'un, et je trouve ça très bien, d'extérieur, qui peut me donner des conseils. Et donc ça, c'est peu importe le volontariat que vous faites, peu importe où vous allez avoir un référent
de vos structures d'envoi, ce qui peut être très bien, surtout d'avoir quelqu'un en dehors de votre structure d'accueil, parce que des fois, si c'est la plupart du temps, c'est son supérieur hiérarchique, donc ça peut être délicat de parler de choses professionnelles, des problèmes professionnels avec son supérieur. Oui, ok, d'accord. On aura des biais, alors que avoir quelqu'un d'extérieur, c'est très bien. Ok. Pour mon cas, tout va bien, mais ça fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là et on s'appelle tous les 3 mois pour faire un point sur les transports, sur les remboursements, sur ma santé mentale, si tout va bien, quoi. Ok, mais petite question, parce qu'on n'a pas trop abordé ça, est-ce que par exemple, tu es en fait couvert au niveau médical? Est-ce que tu as une couverture médicale ici en Allemagne? Parce que c'est quelque chose d'important à considérer quand on part à l'étranger. Si par exemple on a un accident, si on a des problèmes de santé, est-ce que en tant que volontaire, tu es couvert? Oui, j'ai la sécurité sociale. Alors, tout dépend si vous êtes européen ou pas. Ouais. Moi, en étant européen, j'ai accès à Ener, mais je crois que pour les non-européens aussi, mais je vais pas dire de bêtises. Mais ce qui diffère, c'est moi, j'ai déjà la carte européenne, la carte de européenne. santé. Ouais, voilà. Ouais, ok. Carte d'assurance européenne, ouais. Ok. Mais donc oui, l'assurance est comprise dans le volontariat. Donc c'est une bonne chose. Très très bien. Ouais. Justement, maintenant qu'on parle de volontariat, etc., qu'on a un peu plus précisé tes missions, comment toi tu définirais le volontariat? Parce que c'est vraiment un concept flou, je pense, pour beaucoup de personnes. Et tout à l'heure on disait volontariat égale bénévolat, point d'interrogation. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop, le nom peut aussi être trompeur. Comment tu définirais le volontariat? C'est vrai que c'est pas bête parce que moi j'ai toujours associé ça à bénévolat, comme tu disais. Alors qu'en fait, comme je viens de l'expliquer, pas du tout, parce qu'on est quand même rémunéré, il y a quand même un cadre qui nous encadre plus que juste une simple action exceptionnelle, quoi. Donc, moi je ressens ça un peu comme un stagiaire, en tout cas par rapport à comment on me perçoit et les genres de missions que je fais, c'est comme si j'avais un gros stage quand même, un stage avec 35 heures et où je fais beaucoup de choses comparé à un stage, mais voilà. Moi, un volontaire, c'est quelqu'un qui vient plutôt assister une structure qui est déjà bien établie, qui a entre guillemets a pas besoin de toi, mais que tu viens pour assister. Pour des tâches très différentes, parce que moi par exemple le volontariat que je fais, ça se rapproche, comme je viens de le dire, vraiment d'un vrai stage où j'ai des trucs de bureau, je travaille beaucoup, je fais plein de choses différentes et tout, mais en parlant avec d'autres volontaires européens, on peut faire des choses très 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 différentes. C'est vrai qu'il y a des volontariats qui sont plus dans le domaine de l'environnement, d'autres du social, associatif. Parce que c'est ce qui peut être très différent, mais ça on aurait peut-être dû le dire plus tôt. C'est les durées des volontariats. Oui, c'est vrai. Vas-y. Par exemple, moi je fais un volontariat de 10 mois, mais donc les missions qu'on peut faire peuvent être très très différentes. J'ai un copain qui fait du jardinage à côté de Berlin. J'ai des copains qui font un volontariat dans une école maternelle. Ils aident à s'occuper des enfants. Enfin, c'est très très différent. Comparé à moi qui ai un job un peu de bureau, on va dire. Et la durée peut être aussi différente. Moi, je fais 10 mois, mais tu peux faire... Je sais plus exactement la durée minimale. Entre 2 semaines et un an à peu près. Donc en fait, c'est très divers. Les périodes de candidature, c'est vraiment tout au long de l'année. Donc il n'y a pas de bon moment, entre guillemets, pour postuler. Simplement, ce ne sera pas les mêmes structures selon la période à laquelle vous candidatez. Et donc, vous pouvez partir pour faire un volontariat de 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Et donc, c'est vraiment partout, en fait, en Europe. Il y en a en Grèce, en France. Mais l'idée, c'est de sortir de la France. En Italie, il y a aussi dans des pays partenaires de l'Union européenne. Donc, par exemple, la Turquie, je crois, la Jordanie, des pays qui font pas partie de l'UE. Donc, ça peut être aussi intéressant. Et inversement, il y a aussi des volontaires qui ne font pas partie de l'Union européenne, qui ont la possibilité justement de venir dans l'UE dans l'optique de faire un volontariat. Donc ça peut être une possibilité de mobilité sur le plus long terme, en fait, pour eux, un point d'entrée aussi pour apprendre une première expérience en Europe. Ouais. C'est ça. Donc je trouve ça assez bien, cette ouverture. Très bonne opportunité. À l'international. Est-ce que justement tu disais
que en fait on intègre une structure qui n'a pas forcément besoin de nous, elle est déjà là, elle est déjà en place, tout se passe bien finalement pour la structure. Oui. Mais est-ce que c'est pas dur de s'insérer dans cette structure, de trouver sa place? Est-ce que t'as pas l'impression d'arriver un peu entre guillemets comme un cheveu sur la soupe? C'est une très bonne question. Donc oui, la structure dans laquelle tu vas est censée bien se porter, dans le sens où le volontaire est pas censé avoir une pression énorme, ou si ce volontaire est, pour peu importe la raison, n'est plus dans la structure pendant l'année, tout doit pas s'écrouler, quoi. Voilà, c'est ça. Donc volontaire, c'est pas un salarié, il est pas censé faire vivre la structure. Oui. Et même au niveau du droit du travail, c'est différent. Au niveau des congés, c'est différent. Ouais. Et ta question, c'était... Est-ce que tu n'as pas l'impression d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe dans cette structure qui est déjà bien organisée, qui se débrouille bien, entre guillemets? Comment on s'insère? Alors ça, j'ai senti la différence en parlant avec d'autres volontaires européens par rapport à la structure, où en fait, si la structure a l'habitude d'accueillir des gens ou pas. Ok. Ou j'ai des copains qui étaient dans des structures où eux étaient le premier ou la première volontaire européenne. Donc ils savent pas forcément quelle mission lui donner. Des fois, ils lui donnent trop, des fois, ils lui donnent rien. Des fois, la personne est... Surtout, il y en a qui font ça, par exemple, dans le milieu médical, où des fois, c'est un milieu où il se passe beaucoup de choses, ça bouge, et du coup, on peut vite se retrouver, des fois, submergé. Là, du coup, c'est bien d'avoir un interlocuteur extérieur pour pouvoir modérer tout ça. Et donc, moi, j'ai aucun problème, parce que il y a eu quand même pas mal de volontaires européens avant moi. Donc ils savent quelle tâche me donner, voilà. Okay. Ça va. Bon, super. Oui. Mais par contre, je me sens quand même utile. Je me sens très utile. Je sais que bien intégré, autant au niveau par rapport aux personnes, mais aussi dans les projets où je sais que je suis utile à la structure. Mais pour autant, le monde va pas s'arrêter de tourner si je pars, quoi. Ok. Ça va, tu vis bien? Ça va. Je dors bien la nuit. Super. Donc, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton volontariat, et au contraire, qu'est-ce que tu aimes le moins? Ça peut être vraiment au sens le plus large du terme. Pour commencer par le moins bien. C'est vraiment un tout petit détail, mais donc j'ai 3 cours d'allemand par semaine que j'aime beaucoup, et je sens que je m'améliore et tout, ça c'est très bien, mais il y a toujours un moment où on parle de grammaire, et ça c'est la partie où je suis le plus nul, et pour autant c'est là où j'ai le plus de problèmes en allemand, mais il y a toujours un moment, il y a environ une demi-heure dans le cours où on parle de grammaire, et après une journée de travail, il est 20h30, et la dernière demi-heure, c'est la demi-heure où on parle que de grammaire. Souvent c'est là où mon cerveau est... Shut up. Ouais, il se passe plus grand chose là-dedans. Mais ce que j'aime le plus, je vais dire 2 choses, parce que ça me fait penser à l'allemand. Au niveau d'allemand, ça s'améliore, et que je peux vraiment avoir une vraie discussion avec quelqu'un, ou même un petit peu au niveau professionnel et tout. Je comprends quand même ce qu'il y a autour de moi. Après avoir organisé un événement, voir le sourire des gens, voir que les gens sont vraiment contents d'être venus, qu'ils ont passé un bon moment, ça me fait vraiment trop plaisir. De faire plaisir aux gens, en fait, tout simplement. Waouh, c'est beau. Et à ton sens, comment ça pourrait te servir plus tard, cette expérience de volontariat? Donc déjà sur le court terme, parce que tu as dit que tu n'avais pas encore fini tes études, et peut-être après sur le plus long terme. Donc, je sais pas, et ça revient aussi à recreuser la question de pourquoi tu avais commencé cette année de césure, justement. Mais en quoi ça va m'aider? Pour beaucoup de points. Tout d'abord, par rapport au domaine professionnel, moi je veux faire des relations internationales, et plus précisément ce qui m'intéresse, c'est le domaine de l'information et de la communication. En gros, si on part de la fin, mon projet professionnel, mon job de rêve, c'est le service d'information des Nations Unies. D'accord. Qui est très très grossièrement à peu près faire le boulot que je fais là, organiser des événements, faire de la communication, tout ça, mais juste au niveau de l'ONU, donc rien à voir en soi là-dessus. Donc une échelle plus grande, une structure différente. Voilà. Mais moi c'est le côté créatif qui m'intéresse, et le côté créatif de la communication, faire des podcasts, écrire des articles,
Voilà, c'est le côté aussi informer la population, donner accès à la population à une information de qualité. Ça m'intéresse. Organiser des événements. Bon, bien sûr, les événements, l'Institut français et de l'ONU ont rien à voir. Voilà, ça, c'est mon but ultime, les Nations Unies. Mais pour y arriver, j'ai tout d'abord besoin d'un bon stage de fin d'études, qui peut-être se fera là-bas. Mais du coup, pour atteindre ce bon stage de fin d'études, comme je disais au tout début des vidéos, qui est super important, qui donne vraiment une couleur à ton CV, j'ai besoin d'avoir de mettre en valeur aussi mon CV. Et donc j'avais besoin d'une expérience professionnelle, et en plus à l'étranger c'est toujours mieux, donc là volontariat européen c'est parfait. Et j'avais besoin de gagner des compétences dans vraiment des domaines très précis, parce qu'il y a des compétences que j'avais mais que j'avais appris tout seul. Comme quoi par exemple? Comme par exemple le montage vidéo, savoir utiliser Canva, savoir, tu vois, un peu la logistique, organiser des événements. Communiquer aussi sur un événement, je pense. Communiquer sur un événement, ou aussi le niveau de langue, voilà. Ça c'est des choses que, entre guillemets, je savais, mais sur mon CV il n'y avait pas quelque chose d'officiel, alors que là, au moins sur mon CV, je peux dire pendant 1 an, j'ai utilisé tel logiciel, enfin des choses très très concrètes quoi. Maintenant, j'ai tel niveau d'allemand. Voilà. B2 officiellement. Donc c'est bien parce que tu as déjà une vision claire de ce que tu veux faire. Mais est-ce que tu penses que ça peut quand même être utile à des personnes qui peut-être savent pas précisément ce qu'elles veulent faire? Oui. Alors peut-être pas par rapport au type de mission. Bon, alors en tout cas, ça peut aider à savoir ce qu'on veut pas faire. Ce qui est très bien aussi. On procède par élimination finalement. Mais c'est aussi par rapport au domaine où ça peut être très très utile. Par exemple, tester quelque chose dans le médico-social et après se rendre compte qu'on n'aime pas, qu'on aime plus autre chose et virer. Ou par exemple, moi maintenant je sais que le milieu culturel c'est intéressant, mais c'est pas le milieu dans lequel je veux évoluer. Voilà. Ouais, c'est plus... Bon, ça reste de la coopération internationale, ce qui m'intéresse, mais moi, c'est le côté politique qui m'intéresse plus que le côté culturel. Ouais, c'est vrai que dans les relations internationales, il y a plusieurs volets. Donc, il peut y avoir la coopération internationale dans le domaine universitaire, dans le domaine culturel, plus scientifique, scientifique, plus politique, etc. Et finalement, on se dit, mais par quoi commencer? Est-ce que tout est similaire finalement? Et justement faire ces expériences-là dans ces structures différentes. Bon, on dit ça parce que nous, on a fait des études en sciences politiques. Mais dans tous les cas, en fait, sciences politiques, ça reste assez large. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et justement, faire des expériences professionnelles, c'est ce qui nous permet vraiment d'avoir une vision plus claire de ce que l'on veut. Et c'est pour ça que même si, en fait, c'est pas une obligation, parce que l'année de césure, c'est pas une obligation, faire ce volontariat, d'ailleurs, qu'on n'est pas obligé de faire en année de césure, ça permet toujours d'avoir une expérience pro et une vision plus concrète en fait d'un secteur en particulier. Donc c'est une bonne chose. Et c'est vrai que oui, nous on parle en tant qu'étudiants, mais effectivement le volontariat européen c'est une très bonne opportunité aussi pour avant de commencer son premier entre guillemets vrai travail salarié. Ça nous fait une bonne expérience de la durée qu'on veut à l'étranger. Ça peut être aussi bien pour les jeunes de manière générale. Où c'est parfois dur d'avoir une vraie première expérience professionnelle, et donc là c'est un peu comme un stage où ça nous donne la chance d'avoir accès au monde professionnel. Et du coup, juste pour préciser, on peut le faire de quel âge à quel âge? Après vérification, c'est comme ça, c'est une vraie information qu'on donne. C'est de 18 à 30 ans. Voilà, donc ça laisse quand même un large temps pour pouvoir le faire. Et même si on a juste envie de faire une pause, entre guillemets, et de faire ça, c'est possible. J'ai un ami qui avait fait ça alors qu'il a 26 ans. Il avait déjà eu un travail salarié. Il avait été manager dans une structure agricole. Et justement, il s'est dit, voilà, j'ai envie d'avoir plus d'expérience professionnelle déjà au sein de l'Union européenne, d'améliorer une langue pour peut-être rester plus longtemps dans l'Union européenne. Et maintenant, il est reparti, il va sûrement reprendre sa vie professionnelle. Donc, c'est même pas forcément un frein non plus quand on a déjà commencé une carrière professionnelle. Est-ce que tu recommanderais de faire un volontariat? Mais je pense qu'on l'a déjà pressenti dans cette vidéo. Oui. Bien sûr, faut foncer, mais même, alors en tout cas pour les étudiants, faire une année de césure, je recommande à 100%.
qu'on ait un objectif clair de ce qu'on va faire dans la vie ou pas. Franchement, je trouve ça trop bien de pouvoir sortir un peu du milieu scolaire, au moins pour 1 an, et après avoir un recul. Bon, j'ai toujours pas repris les études, mais d'avoir un recul, de savoir ce que c'est le monde professionnel quand même un petit peu, surtout le domaine qui nous intéresse, pouvoir essayer des choses, améliorer une langue, rencontrer des gens. Il y a 1000 points positifs. Ouais. Mais par exemple, est-ce que ça a été facile pour ta famille d'accepter que tu fasses un volontariat? Je sais que pour certaines une année de césure, parce que pour certaines personnes, quand on dit année de césure, ça veut dire entre guillemets année sabbatique, année de chômage entre guillemets, l'idée que on fait juste une petite pause pour se la couler. Effectivement, il faut différencier année sabbatique et année de césure. Année sabbatique, je vois plus ça comme quelque chose de personnel. Ouais, c'est une année blanche un peu. Ouais, on fait ça pour soi. Enfin bon, une année de césure aussi, mais plutôt je vois plus ça pour ça. Les années de césure, j'ai l'impression c'est plus pour pouvoir soit faire un stage, ou avoir en tout cas une expérience professionnelle, quelque chose d'officiel, et qu'on pourra, on est inséré dans une structure et quelque chose qu'on pourra valoriser après, alors qu'une année sabbatique c'est plutôt pour voyager, faire voyager, prendre soin de ses proches, enfin pour plein de pour d'autres raisons qui peuvent être aussi très louables, mais moins liées au monde professionnel. Exactement, ouais. Même si pendant une année sabbatique, on peut aussi améliorer une langue, mais différemment. Donc oui, je recommande à 100%. Oui, mais là du coup... c'était une autre question. Ma seconde question, c'était est-ce que ça a été difficile de faire accepter l'année de césure Alors, l'année de césure, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis très très longtemps. Donc tu attendais ça avec impatience. J'attendais ça avec impatience. Et j'ai beaucoup vu, depuis que je suis au lycée, parce que j'ai eu la chance aussi d'apprendre ça tôt, enfin au lycée, mais il y a des gens qui apprennent ça super tard, qu'on peut faire une année de césure, et que les écoles ont normalement des processus faits pour. Et j'ai vu l'évolution de la vision de mes parents par rapport à ça, où avant pour eux c'était vraiment ah non, tu peux pas t'arrêter, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps, tu vas pas pouvoir retourner à l'école, les autres vont prendre de l'avance, faut cotiser, voilà quoi. Mais maintenant avec le temps aussi, le fait que du coup il n'ait pas du tout besoin de me prendre en charge financièrement, c'est un avantage pour eux. Et aussi, sachant que j'y vais pour travailler, et ils savent que une année sabbatique, ça aurait peut-être été différent, tu vois. Je pense qu'ils auraient accepté, mais ils auraient moins compris. Alors que là, c'est des choses qu'ils comprennent. Ok, je fais une pause. Là, je travaille de tel mois à tel mois. Ensuite, je retourne en cours. C'est clair. Il y a un cadre. Ça, les parents, ils aiment bien. Mais il y a toujours quand même ce côté difficile pour les proches et l'entourage de comprendre ce que c'est, parce qu'en fait, déjà, c'est pas la même génération, donc eux, ils ont pas forcément grandi avec les années de césure. Ils ont fini les études, ils sont directement ils ont trouvé un CDI professionnellement. Et du coup, il faut toujours les préparer, entre guillemets. Ça peut être quelque chose de pas forcément facile des fois, enfin qui peut aussi jouer sur sa propre décision de est-ce que effectivement je fais une année de césure parce que mes parents, mes proches comprennent pas, sont contre, etc. Donc en tout cas, ce sera plus facile de parler à vos parents de faire une année de césure. Vous allez travailler dans une structure où vous allez être rémunéré, où vous allez acquérir des compétences, développer une langue, machin, plutôt que de dire je vais faire le tour d'Amérique du Sud ou je vais faire 1 an en Australie. Des fois, ce qui peut être un peu plus bloquant pour les parents. Donc, si tu devais dire, parce que tu es à Munich, en Allemagne, in Deutschland, qu'est-ce que tu aimes et ce que tu aimes le moins concernant la culture allemande, je sais pas, les habitudes des Allemands Bon, déjà, l'Allemagne, en vrai, ça reste un pays très très similaire à la France sur beaucoup de points. C'est pas très exotique, on va dire. L'alphabet, on le connaît. Les gens ont à peu près la même mentalité. Ça, c'est pas extrêmement différent. Les feux rouges, qu'il faut absolument respecter les feux rouges, ça me rend fou. Et peut-être la météo. Il fait très gris en Allemagne, en tout cas dans le sud de l'Allemagne.
Il fait quand même très souvent gris. Il fait assez froid quand même, on peut En le dire. hiver, ouais. En hiver, il fait quand même froid. Ouais. Moi qui reviens justement de 1 an à Montpellier, voilà quoi. La transition ne s'est pas bien passée. Elle s'est passée, non, je me plains pas quand même, mais si je devais dire, voilà, c'est les feux rouges et le temps gris, quoi. Donc moi, si je devais dire un élément, même si tu ne m'as pas demandé, ce serait la Deutsche Bahn. Donc la Deutsche Bahn, c'est l'équivalent en gros de la SNCF en Allemagne et donc qui est chargée du réseau de transport ferroviaire, des retards monstres. Ouais. Si vous pensez qu'en France on est toujours en retard et mal organisé, c'est rien comparé à la Deutsche Bahn. Voilà. Mais de l'autre côté, on a quand même le Deutschland Ticket qui nous offre une certaine flexibilité, une facilité de vie parce que, hop, on se dit ce week-end je vais aller à tel endroit. On n'a même pas à ouvrir l'application Deutsche Bahn pour se dire je vais acheter des tickets. C'est juste on se rend à la gare et on rentre dans n'importe quel train. Régional, bien sûr. Et ça, franchement, ça enlève une certaine charge mentale. Donc, il y a des points positifs et des points négatifs. Et je trouve encore plus pour les transports en commun. T'arrives dans une nouvelle ville, t'as pas besoin d'installer l'appli locale des transports en commun et de comprendre comment ça marche. C'est vrai que tout est similaire et ça facilite beaucoup parce que on a déjà un peu ces points de repère et on n'a pas besoin de reconstruire un nouveau schéma mental. Pas besoin d'acheter de tickets, Ouais, c'est très pratique. Qu'est-ce que t'aimes bien du coup? Qu'est-ce que j'aime bien? Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la sauce au curry. Ils ont, si vous voyez ce que c'est les currywurst, il y a une sauce entre qui ressemble, c'est pas une sauce au curry, entre ketchup et sauce curry quoi. C'est vrai. Eux ils appellent ça la sauce curry. Mais oh là là, c'est impossible d'en trouver en France. Moi qui habite à côté de la Suisse, je sais que je peux le trouver que en Suisse. Ça, je suis tellement content de l'avoir. Par contre, non, truc négatif, le fromage. Dur de trouver du bon fromage ici. Moi, je n'aime pas le fromage, donc je ne peux pas compatir, mais force. Ouais, si la sauce au curry, ouais. Ok. Trop content pour ça. Et moi, au début, j'aimais pas trop les bretzels, mais maintenant, j'aime bien. Bah ouais. Les Käsebrezel. Les bretzels au fromage, ça. Parce qu'en France, on peut trouver des bretzels. Ouais, mais je sais pas, moi, j'en vois pas trop quand même. Bah, on avait trouvé des fois dans des boulangeries, dans certains endroits, des fois on en trouve. À Strasbourg, oui. Ah, même des fois dans d'autres endroits. Parce qu'après, moi j'habite à côté de la Suisse et en Suisse, on mange des bretzels. Voilà, bon. Mais il n'y a pas les Käsebrezel avec du fromage fondu dessus. Oh là là, incroyable. Moi, c'est pas la chose que je préfère. Pour finir cette superbe vidéo, quel est ton meilleur souvenir ici depuis le début de ton volontariat? Alors, de très très loin. Ah, mais en plus que j'ai pas parlé de ça. C'est pas grave. Mince, bon alors je vous le dis maintenant. Dans votre volontariat, si c'est supérieur à 6 mois, il me semble, vous avez 2 séminaires obligatoires. Et si c'est inférieur à 6 mois, vous avez un séminaire obligatoire. En début de parcours et en milieu de parcours. Qu'est-ce que c'est un séminaire? Pour moi, c'était vraiment un mot fourre-tout. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc en fait, tu te retrouves avec plein d'autres volontaires européens, mais qui sont en Allemagne, donc des gens qui viennent du monde entier, mais qui sont en Allemagne. Vous vous retrouvez dans un centre pendant une semaine et vous avez des sortes de mini-formations et des activités sur plein de sujets différents. Moi, je sais que c'était très... Sur la citoyenneté européenne? Déjà, sur la citoyenneté européenne, on a, entre guillemets, des tout petits cours de droit, mais bien amenés, pas chiants du tout, sur quels droits on a en tant que volontaire, comment allier les heures de travail et la vie perso, comment aussi se protéger parfois des employeurs et tout, donc c'est très très bien. Au niveau des assurances, tous ces trucs très très pratiques, mais ça dure même pas une demi-journée sur la semaine. Donc un peu court quand même comme format. Mais... Ouais, mais en fait, il y a juste toutes les infos utiles. Et le reste pour toi en tant que volontaire. En tant que volontaire européen. Mais après, le reste du temps de ce séminaire, c'est des formations sur différents sujets, que ce soit sur l'inclusion, sur une langue, sur plein de choses très très différentes. Ça dépend beaucoup des séminaires que tu fais. Donc, c'est l'occasion aussi de bouger en Allemagne, tout frais payé. Le transport, la nourriture, le logement où tu vas, tout est compris pendant le séminaire. Et ça dure combien de temps ce séminaire quand il...
Une semaine. Une semaine. Une semaine. Ok. Et aussi de rencontrer surtout, et là du coup mon point du meilleur moment depuis ces 5 derniers mois, ça permet de rencontrer des gens. Et donc moi j'ai fait un séminaire à Würzburg, donc pas très loin de Munich, dans le nord de la Bavière, et j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et en fait pendant une semaine, donc, du coup moi qui ai déjà fait un Erasmus, j'ai l'impression de refaire un mélange, et qui ai fait aussi de l'internat au lycée, c'est un mélange entre les deux, où tu te retrouves avec plein de gens du monde entier dans le même bâtiment pendant une semaine. T'apprends plein de choses, tu rencontres des gens trop bien, tu joues de la musique, tu joues, tu danses, enfin tu fais plein de choses incroyables. Et donc ça, semaine très très fatigante. Et est-ce qu'il y a un élément que tu veux partager pour finir cette vidéo ou... N'ayez pas peur, suivez votre instinct. Il y a 99% de chances que ça se passe bien. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire une grosse propagande pour le volontariat européen. C'est ce qu'il fait déjà. Voilà, c'est ce que je fais tous les jours. Surtout, peu importe qu'on soit jeune, enfin du coup moins de 30 ans. Faut en profiter, faut découvrir le monde ou l'Europe déjà, si c'est possible. Et en profiter aussi parce que c'est accessible même si on n'a pas d'argent, si on n'a pas beaucoup d'argent, vu que tout est compris, c'est accessible vraiment pour tout le monde. Donc c'est une chance à ne pas louper. Ouais. Et moi aussi, pour terminer, je dirais qu'il faut pas non plus avoir peur de faire une année de césure, si en tout cas c'est quelque chose qui vous intéresse. Et surtout, essayez de vous individualiser vous et de vous dire qu'est-ce que moi ça peut m'apporter, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, quel domaine j'ai envie d'explorer, etc. Donc moi, c'est un peu plus large que simplement faire du volontariat, mais c'est vraiment si vous avez envie de faire une année de césure et que vous sentez que ça peut être bénéfique, ou simplement vous vous sentez perdu dans vos études et vous voulez avoir de l'expérience professionnelle ou avoir, je sais pas, une expérience en particulier, il faut absolument pas hésiter, même si des fois c'est difficile au niveau des proches, au niveau de la famille. Finalement, c'est votre vie sur le plus long terme et c'est à vous de prendre les décisions pour vous et ce qui peut vous convenir le mieux. Et j'associe ça un petit peu à Erasmus aussi. Ou si vous avez peur de faire un Erasmus aussi, foncez à 100%, c'est sûr à 100%, il y a aucun monde où ça se passe pas bien. Oui, on entend souvent dire que Erasmus, c'était la meilleure année de ma vie, tout ça, c'est vrai. Voilà. Fin du débat. C'est sûr, c'est sûr, c'est bien. Voilà. C'est vrai que je garde aussi un très beau souvenir de mon année en Afrique du Sud. Bon, this is the end of this video. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil, Coro. Avec grand plaisir, c'était trop bien de faire ce format. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris de nouvelles choses, que vous aurez peut-être compris ce qu'est enfin un volontaire, ce qu'est un volontariat, et que ça vous donnera envie peut-être également d'essayer cette expérience-là. Donc merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.